Bienvenue dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Ensemble, on peut parler savoir-faire, inspiration, tendance, actu, idées déco, envers du décor. Bref, on papote et on enregistre car ici, la déco, ça s'écoute. Si vous venez juste de découvrir cette émission, j'espère qu'elle vous plaira. Sachez qu'il y a déjà plus de 80 épisodes enregistrés avec de nombreuses personnalités passionnantes et plein d'autres formats aussi sur des thématiques bien précises. Pour suivre tout ça en photo, vous avez Instagram, bien sûr, @décodeur, et petite nouvelle, la newsletter. N'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire, à partager, bref, à faire vivre ce podcast qui n'existerait pas sans votre fidélité. Allez, c'est parti. Dois-je vous présenter AMPM, la marque déco haut de gamme de La Redoute. Depuis plus de 20 ans, c'est un univers élégant, contemporain, chaleureux, des matières nobles et une fabrication de qualité. Cette année, AMPM propose une nouvelle identité avec l'art et la nature comme fil conducteur. C'est François Bernard, chasseur de tendance et directeur artistique de AMPM, qui va justement nous en parler. Bonjour François. Bonjour Hortense. Est-ce que vous validez les mots que j'ai utilisés pour définir AMPM ? Oui, ils me vont bien. Vous pouvez un peu les expliquer ? Ouais, c'est quoi le style AMPM ? Le style AMPM, c'est une envie d'être contemporain tout en étant confortable, très humain, accueillant, familier, jamais prétentieux. Un univers accessible, sans nostalgie, mais avec des références à des architectes, des designers du XXe siècle, surtout, que l'on aime. Donc, moi, j'aime à dire qu'elle a une influence de la culture aussi, de la culture européenne, de la culture du design, de la culture du meuble, héritée des maîtres modernes. Mais tout ça remixé avec des matières, des couleurs, des formes qui sont celles de notre époque. C'est une marque qui a été créée, pour la petite histoire, en 1997. Vous êtes arrivé en 2000, donc juste vraiment au tout début. Comment on définit un univers de marque ? En fait, en quoi consiste, votre travail ? Alors, d'abord, ça a été une évolution, parce que en 97, quand la marque a été créée, je travaillais pour La Redoute. M'occupais des présentations presse mode de La Redoute. Et on m'a demandé, dès 97, de m'occuper des présentations presse, des événements d'AMPM. Et j'ai commencé donc à concevoir des univers pour présenter les pièces de la collection qui étaient bien différentes de ce que l'on a bien évidemment aujourd'hui. Donc j'ai toujours été baigné dans cet univers. Et puis j'ai commencé, après 3 ans, j'ai commencé à être plus impliqué dans la marque. J'apportais des tendances, j'apportais des directions, on me demandait de structurer davantage les collections. Ce que j'ai fait pendant environ 10 ans. Et puis, 10 ans après, donc 3 plus 10, ça fait 13, on m'a nommé, et j'en suis très très heureux, directeur artistique de la marque. Et là, j'ai vraiment une position aujourd'hui plus transversale sur la structuration des collections, le travail avec les chefs de produits qui, en accord avec la cellule design et un designer extérieur qui s'appelle Emmanuel Galina, qui est aussi très important pour la marque, définissent, suivent la fabrication, la production et la distribution de tout ça. Et moi, j'ai vraiment, à tous les niveaux, un regard sur qu'est-ce qu'on décide, comment on fabrique, comment on distribue, l'installation dans les magasins, l'image de marque globale, les catalogues. Donc c'est vraiment un regard transverse, une espèce de gardien du temple pour cette marque, pour justement y conserver ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire cet esprit toujours contemporain, bien en accord avec l'air du temps, mais avec cette rondeur, cette générosité, cette simplicité, cette convivialité que je veux vraiment imprimer à la marque, tout en restant contemporain. Donc, il n'y a jamais de froideur, il n'y a jamais de raideur. J'ai vraiment envie de chaleur pour la marque.
Ouais. Je disais tout à l'heure, vous êtes chasseur de tendances. Alors c'est un terme qui est peut-être pas très joli. Vous allez me dire si ça vous convient, mais en tout cas, vous faites un métier qui est assez pointu. Je crois que les tendances, elles sont repérées vraiment des années en amont avant qu'elles arrivent sur le marché ou pour certaines marques. Comment vous travaillez, vous, pour les rendre accessibles justement pour AMPM? Comment vous savez quelles pistes il faut explorer ou justement ne pas forcément retenir pour AMPM? Dans les tendances, c'est toujours pareil. C'est un mot en fin de compte très très vaste. Et puis aujourd'hui, le mot tendance est utilisé pour les parfums, la gastronomie, la mode, l'ameublement, la décoration, l'architecture. Donc c'est quand même une espèce de mot valise. Et bien évidemment, les industries sont quand même très différentes les unes des autres. Enfin, les industries de la mode qui aujourd'hui produisent toutes les 3 semaines des nouveautés, on voit déjà comment aujourd'hui elles sont décriées pour des problèmes de pollution, pour des problèmes d'utilisation de l'être humain et donc c'est pas le cas dans l'ameublement. Je dirais que fabriquer un meuble, ça prend du temps, c'est un métier industriel et artisanal à la fois. Il y a souvent les deux ensemble. Il y a une base industrielle, il y a une finition artisanale. Ça prend du temps, ça prend aussi des investissements dans le sens où il faut stocker du bois, des matières, du métal, des tissus. Donc, de toute façon, c'est par définition un engagement à long terme. Donc, les tendances de mode, même si elles influencent effectivement notre manière d'être au quotidien, ne seront pas forcément les tendances que moi je vais utiliser pour l'ameublement et la décoration. Après, chacun aussi a ses recettes, mais depuis que je fais ce métier, et aussi de par mes études, j'ai une espèce de double formation. J'étais fait pour être scientifique. En fin de compte, rien à voir. J'ai fait les arts décoratifs de Paris. Et aux arts décoratifs de Paris, ce qui m'a beaucoup intéressé, outre l'objet et le design, c'est tout ce qui était sociologie, esthétique de l'art, philosophie de l'art. Et ça m'a marqué. Mes études m'ont vraiment marqué. Et je dirais qu'après ça, j'ai jamais lâché la socio ou l'esthétique de l'art. Et en fin de compte, c'est à travers l'évolution de l'esthétique en général, de l'art contemporain, du comportement des gens. C'est ça qui me nourrit, c'est ça que je regarde, en fin de compte. Je regarde comment les gens sont habillés dans la rue, comment ils se comportent, est-ce qu'ils sont silencieux, est-ce qu'ils sont turbulents, est-ce que les pantalons sont courts, sont longs, comment est l'architecture, est-ce que, je sais pas, ce matin quand je suis venu ici à pied, je regardais les façades, est-ce que les façades ont des volets, est-ce qu'elles n'en ont pas, est-ce que les gens tirent les rideaux, est-ce qu'ils les laissent ouverts, enfin, voilà, c'est comment est-ce que les gens vivent. Mais c'est cette espèce de curiosité, bon, en plus de ça, qui est un trait de caractère. Moi, quand j'étais petit, on me disait toujours arrête de poser des questions. Et ça continue, je continue à me poser des questions. Je pense que je fais partie de ces gens qui comprennent rien par définition. Qui comprennent rien, qui comprennent pas vraiment grand-chose à la vie, qui comprennent pas grand-chose à ce qui se passe, et qui sont tout le temps en train de se poser des questions. Et c'est comme ça que je bosse, en fin de compte. C'est comme ça que je travaille. C'est parce que je me pose tout le temps la question, mais pourquoi ? Mais comment ? Mais pourquoi c'est comme ça ? Et ça donne un tempérament à devenir une espèce de filtre. J'ai toujours pensé que mon cerveau, mon corps était une espèce de filtre. Et ce filtre, bien, j'ai toujours un carnet dans ma poche avec un stylo. Et puis, les questions, je me les pose tout le temps. Et puis, j'écris dans mon petit carnet. Alors, il y a 99% des choses que j'écris qui servent à rien. Quand je les relis 15 jours après, je me dis, mais pourquoi je me suis posé cette question ? Mais, in fine, quand même, il y a un certain nombre de questions qui résonnent avec l'époque, et c'est ça qui fait que demain, je présente un dossier à AMPM en disant, moi, je pense que on va plutôt aller vers ci, vers ça, que les formes vont être plutôt de plus en plus épaisses, parce que l'époque, elle est tellement difficile, elle est tellement compliquée que ça fait du bien d'avoir un truc rond en face des yeux, parce que c'est presque anti-choc, c'est confortable, c'est réconfortant, vous voyez. C'est des choses comme ça. Après, je vais associer des formes, des couleurs, des textures à des questions que je me suis posées et qui sont de l'ordre du comportement, de l'ordre de l'évolution sociale, de l'évolution esthétique des choses. Typiquement, quelles sont les grandes tendances de ce printemps-été ? Qu'est-ce qu'on va trouver chez AMPM pour le printemps-été ? Alors,
pour AMPM et par rapport à ce que l'on a décidé de faire AMPM c'est une marque. Donc AMPM c'est pas un coup de barre à gauche, un coup de barre à droite. Hein. On va pas retrouver un jour des formes très très anguleuses et puis le lendemain des formes très très rondes par exemple. Il y a une définition de la marque qui nous entraîne vers un fond, une identité, et cette identité, bien, elle évolue au fur et à mesure des saisons. Alors, pour la saison été, par exemple, eh bien, nous allons avoir des formes très rondes. On a enlevé pas mal de choses. On enlève un pied à une table, donc on a des tables à 3 pieds. On enlève un pied à une chaise. On a des chaises à 3 pieds, on enlève les pieds des canapés, on les pose directement au sol. On a des formes rondes, on a des formes assez justement protectrices par rapport à ce que je disais tout à l'heure. On a des angles très ronds, ça se ressent sur les canapés. On a un nouveau canapé qui s'appelle Spogano. C'est comme si on avait associé des oreillers entre eux et qu'on les avait posés comme ça au sol. Alors ça fait des accoudoirs, ça fait un dossier, ça fait une assise. On a une tête de lit très bibendum, Michelin, voilà, très rembourrée. Voilà ce qu'on va surtout avoir comme ligne directrice. Et puis après ça, on va faire évoluer les matières et autant les formes vont être rondes, confortables, protectrices, autant on va aimer y mélanger du métal satiné, avec des épaisseurs extrêmement fines pour les étagères. Et là, on va être au contraire extrêmement aérien. Et c'est ce rapport entre le lourd, le lourd, le rond, l'épais, le protecteur de tout ce qui va être assise, tête de lit et autres, et ce contraste avec cette finesse des étagères, des plateaux de table et autres, qui va créer le style de l'été. Est-ce qu'il y a toujours des matières brutes? On parlait de la nature, ou est-ce que, parce que c'est peut-être en contradiction avec le métal, est-ce que ça cohabite ensemble? Non, ça cohabite ensemble parce qu'il y a cette recherche d'équilibre et puis aussi de pluralité, de diversité à l'intérieur des mélanges de matières. Et la nature, pour nous, il y a deux côtés pourquoi est-ce que j'utilise le mot nature par rapport à MPM? Il y a le confort d'être dans la nature, le confort, je dirais, intellectuel, spirituel, physique, d'être dans la nature, d'écouter le son du vent dans les arbres, d'avoir le contact avec l'eau, le bruit des vagues, le bruit des marées, et puis de toucher un arbre, toucher de la mousse. Donc il y a ce désir sensoriel de nature, mais autant comme forme, comme inspiration, que comme être bien dans. Et être bien dans, c'est aussi bien évidemment une volonté par rapport à MPM. Être bien chez soi, être bien assis dans un fauteuil, être confortablement installé dans toute l'harmonie des meubles qui vous entourent. Donc c'est ce être bien qui m'intéresse. Et après ça, je dirais aussi les textures laineuses, granitées. On a toujours beaucoup de bouclettes, par exemple, sur nos canapés. On en a de plus en plus. On a des textures épaisses sur nos canapés. On a eu beaucoup de velours, mais l'évolution, elle est davantage sur des chinés, des tweedés, des bouclettes. Donc tout ça, c'est pas du tout en opposition par rapport, par exemple, à un métal. Mais le métal, justement, il n'est pas brillant. Il est satiné, il absorbe la lumière, il est doux, il est velouté. Et donc, il y a une recherche de douceur. Il n'y a pas une recherche de réflexion de la lumière qui va donner des angles très très durs. Il y a une idée d'absorption, au contraire, dans les matières. Et ça, c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est pour ça que tout est satiné, par exemple. C'est pour ça que les cuirs sont mats, que les pierres sont mates. Hein, il n'y a pas l'idée de shiny, de réflexion. Non, il y a vraiment l'idée d'absorption pour accepter cette espèce de silence, de douceur, de confort à l'intérieur de la maison. Et la palette de couleurs? La palette de couleurs, on l'a voulu extrêmement neutre pour l'ensemble de la collection. Il y a beaucoup de gris clair, de fumé, de blanc, de beige, de naturel. Il y a aussi des caramels, des chamois. Donc des teintes très proches justement de la nature, des pierres, des bois clairs, des choses comme ça. Et puis
Et ça, c'est vraiment une idée que l'on a, c'est cette volonté, en revanche, d'avoir des taches de couleur. Alors, on peut avoir les taches de couleur de façon différente. On peut les avoir par l'art sur les murs, les tableaux, les sculptures murales, des choses comme ça. Et puis, on peut l'avoir aussi par certains types de meubles. Et c'est ce que nous faisons. Nous avons fait des buffets carrés, 130 sur 130 environ, qui sont totalement laqués orange. Et là, ça agit comme un monochrome. Et c'est un meuble-objet. Et ça agit comme un monochrome dans la pièce, comme un tableau monochrome, orange, alors laqué. Alors là, c'est tout à fait l'inverse de ce que je dis. Mais ça me plaît bien parce que justement, c'est totalement différent. J'ai presque pas envie que ça soit un meuble. C'est une fonction, parce que c'était un vrai buffet, mais c'est vraiment une surface laquée, extrêmement brillante et extrêmement orange. Et on a un peu la même chose sur un buffet bas, avec un bleu canard qui est mélangé avec du noyer. Donc la couleur, elle intervient non pas en se disant ah bah voilà c'est rouge, c'est jaune, c'est vert, c'est bleu. Non, c'est le buffet, il est que orange. Et le cabinet, le buffet bas, il est que noyer et bleu. Parce que il y a vraiment une identité du meuble à être définie comme ça. C'est pas une déclinaison de gamme. Et moi, j'aime bien parler comme ça parce que c'est vraiment comme un meuble-objet. C'est une fonction, mais c'est aussi un meuble-objet, comme une espèce de volume artistique. Et ça, je trouve, eh bien, comme ça, l'espace reste structuré. Donc, on a une base de neutre, et puis dans cette base de neutre, on injecte des taches de couleur. Donc, l'espace reste confortable. L'espace n'est pas chaotique, il n'est pas accumulatif. Il laisse respirer l'individu, l'être, le corps à l'intérieur de la pièce. Qu'est-ce qui se vend bien chez MPM ? Est-ce que le canapé est toujours au cœur de la marque, alors qu'en fait, vous allez me dire, il y a plein d'autres choses dans le catalogue ? Tout se vend en fin de compte. Tout se vend. Alors c'est vrai qu'il y a toujours des fonctions qui se vendent mieux que d'autres. D'ailleurs, ça dépend aussi des mois. Bon, bien évidemment, le canapé est toujours un élément essentiel dans une gamme de meubles. Mais tout se vend. Puis tout se vend d'autant plus que chez AMPM, on ne crée pas des pièces en se disant bah tiens, ça c'est le nouveau canapé, ça c'est la nouvelle table basse. Non, on fait des ensembles. Quand on crée, alors on commence souvent par le canapé, c'est vrai. Mais aussitôt qu'on crée un canapé, on se dit mais alors c'est quoi la bonne table basse qui va avec ? C'est quoi les deux bons fauteuils qui vont avec ? Et ça, c'est pas forcément la déclinaison du canapé. Les deux fauteuils, ce sont des fauteuils coordonnables, mais qui sont différents. Et puis, bien ainsi de suite. Et puis voilà, je suis dans mon canapé, je lis. Il est comment le luminaire qui va éclairer mon journal, mon livre, la revue que je suis en train ou même bien évidemment la tablette ou autre, mais et ainsi de suite. Et c'est pareil après sur une table. C'est quoi la bonne chaise avec la table ? Et la chaise, c'est peut-être plus confortable si on a des accoudoirs pour cette chaise. Mais les accoudoirs, il faut qu'ils passent sous la table. Bon, voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi pour le tapis, et ainsi pour le luminaire au-dessus de la table et autres. On crée des ensembles. Et on crée des ensembles et on présente les ensembles. Et alors après, bon, les gens font ce qu'ils veulent, mais c'est vrai qu'on a une idée assez globale. Et c'est pour ça que je dis, mais en fin de compte, tout se vend parce qu'on essaye vraiment de créer des univers. Et c'est ça qu'on veut, qu'on édite aussi. On édite un univers. Et c'est pour ça qu'on est éditeur. Tous les meubles, bien évidemment, sont dessinés par et les designers internes du groupe et Emmanuel Galina avec son équipe. Donc, nous sommes éditeurs d'un art de vivre. Et je pense que vraiment, oui, tout se vend. Comment vous travaillez, avec les équipes en interne ? Vous lancez les inspirations ou vous allez jusqu'à suivre la production ? À quel point vous êtes impliqué ? Alors, tout ça, c'est vraiment basé sur la confiance. Et c'est basé sur la confiance, la relation amicale que l'on entretient avec toute l'équipe. Et cette relation de confiance, c'est parce que aussi, quand on décide, et c'est vrai qu'on le décide au début, on structure la collection. Tous les 6 mois, on arrive devant l'équipe des designers, des acheteurs, des chefs de produits, de la direction de la communication, et on dit, voilà, nous, on pense que dans 2 ans, il faut emmener les collections AMPM dans telle direction. Alors après, tout cela est structuré. On a une méthode qui consiste à ce contemporain dont je vous parlais tout à l'heure. On a plusieurs axes. On a un axe plus naturel, on a un axe plus classique. On a un contemporain plus classique, un contemporain peut-être plus naturel.
et puis un contemporain un peu plus design. Et après, on fait des mélanges, on mixe là ça. Et puis donc chacun de nos créneaux stylistiques évolue et on les fait évoluer. Alors par ce phénomène de tendance, de regard sur le monde, de comportement, de regard sur les comportements et autres, dont je parlais avant. Mais, et on communique tout ça avec des images, beaucoup de textes, et puis bien évidemment des relations à comment est-ce que les gens mangent, qu'est-ce qu'ils mangent, si on a voyagé, qu'est-ce qui se passe à l'étranger, qu'est-ce qui se passe, bien sûr en mode, culture, on utilise un peu tout ce que nous avons à notre portée sur l'évolution, encore une fois, des comportements, de l'esthétique et autres. Et cela, on le diffuse, et puis à la fin, on le synthétise, et on invente une espèce de catalogue zéro, ou de collection, où on dit, voilà, nous on pense que on va avoir besoin d'une nouvelle salle à manger, donc il va falloir 1, 2, 3 tables, et on donne des exemples de comment peut évoluer la table. Il va falloir les chaises autour. Donc ça, c'est très factuel à la fin. Et puis, les chefs de produits analysent ce que nous leur avons donné, ou la recommandation que nous avons faite, aussi bien qualitativement que, je dirais, quantitativement. Bon, cela dit, nous avons des rendez-vous avec eux avant. Et puis, ils décident de mettre en édition une table, un nouveau fauteuil, un nouveau lit, une nouvelle table basse ou des nouvelles tables basses, etc., etc. Et là, les conversations commencent avec les designers. Alors, ça peut être bipartite ou tripartite, ça dépend. Ça dépend aussi de cette relation. Cette relation est-ce que nous avons besoin d'être là entre le chef de produit et le designer ou pas? Les deux choses peuvent exister. Et puis, après, nous recevons les propositions des designers. Tout le monde en rediscute. Et puis, il y a un prototype de fait. On regarde ce prototype, on corrige, chacun donne son avis, et voilà. Et puis ça avance. Et c'est un travail lent, c'est un travail industriel. Hein, de toute Combien façon, de temps, par exemple, entre votre idée, une première idée, et au moment où ça apparaît dans le catalogue? 24 mois. Ah oui, 2 ans. Et en plus, vous avez des contraintes, entre guillemets, budgétaires. C'est-à-dire que si vous avez des idées, des envies, il faut qu'elles correspondent aussi. Oui, alors là, c'est pareil. Dans le design, on est dans le design, dans l'ameublement aussi, on part souvent aussi des savoir-faire et des matières. Enfin, quand je dis 2 ans, après 2 ans, c'est dans l'élaboration d'un produit. Mais après, il y a aussi recherche et développement. Et ça, recherche et développement, c'est pas quantifiable en années. On est toujours à la recherche de nouvelles matières. On est toujours à la recherche de nouveaux savoir-faire. Et pour ça, ça veut dire visiter des salons avec des professionnels qui exposent, que l'on repère, qui ont justement un savoir-faire. Est-ce qu'ils ont un savoir-faire sur la porcelaine, sur le bois, sur des composites, l'utilisation aussi des nouveaux matériaux, un plaquage de pierre par exemple sur de l'alvéolaire. Comment est-ce qu'on allège une surface de pierre en ayant de l'alvéolaire? C'est tout un mélange. C'est à la fois très technique, très artisanal. Il y a un travail de recherche tous azimuts en amont, et puis après, un travail appliqué, justement, sur ces 24 mois. C'est une recherche permanente. Et justement, vous parliez de savoir-faire, de matière, de matériaux. Vous avez en plus des engagements éco-responsables? Alors oui, et ça, de plus en plus, et c'est le monde entier qui, de toute façon, c'est ce rapport avec le commerce, avec la clientèle, qui impose, au-delà même de toute façon de ce qu'impose l'Europe, des normes et autres. Donc, c'est quelque chose qui est indispensable. Et aujourd'hui, vous savez que 100% des canapés, par exemple, à MPM, sont faits en France ou en Europe. On a, c'est idem pour les lits, par exemple. Tout est fait en France. Les matelas, les sommiers. Il y a 65% de la collection en général d'AMPM qui est faite en Europe, dont 21% en France, sur l'ensemble de la collection AMPM. Il y a 100% du coton qui est bio. Pour le linge de maison, il y a 85% du linge de lit qui est fait en Europe, 100% des tapis sont artisanaux, 70% des heures de la table sont faits en Europe. Enfin, oui, de toute façon, il y a obligation aujourd'hui
par rapport à ce qui s'est passé sur les dernières années, le fait de rapatrier aussi la production pour ne pas être soumis à ces problèmes de transport et autres, c'est toute une conjoncture qui impose à des boîtes, au modèle de distribution, d'être de plus en plus éco-responsables. Mais c'est aussi de toute façon une volonté par rapport au positionnement d'AMPM d'aller vers ça. Je veux dire, on est, encore une fois, on est éditeur. On est éditeur, on édite nos propres meubles, on les fait fabriquer, on les distribue. Donc, oui, l'éco-responsabilité, on est maître de notre marque, de nos outils. Non, on n'a pas les usines ne nous appartiennent pas, mais en tout cas, on est maître de la philosophie de notre commerce, oui. Quelle est la force de cette marque ? Je vous pose un peu la question aussi que tout le monde se pose un peu. On en a parlé au tout début, on a parlé de La Redoute. Quelles sont les grandes différences avec La Redoute ? Vous êtes frères, cousins Non, mais c'est comme dans beaucoup de maisons, il y a des créneaux de gamme différents. On s'adresse à une autre clientèle avec un MPM. Et tout ce que j'ai dit jusqu'à présent sur cette histoire de confort, de contemporanéité, de vouloir répondre à l'ère du temps, mais sans doute sur un créneau de gamme qui est supérieur à celui de La Redoute intérieure, qui est aussi plus peut-être dans une réaction plus instantanée à l'ère du temps. Nous, on guide nos collections de saison en saison, mais avec une philosophie propre. On ne change pas d'esthétique, on n'a pas de tous les créneaux esthétiques qu'embrasse forcément, par exemple, La Redoute intérieure. On a moins de diversité à l'intérieur de notre propos. On est beaucoup plus en atmosphère globale. Et quand je parlais tout à l'heure dans notre rapport au contemporain, quand il est naturel, plus design ou plus classique, voilà, je veux dire, notre langage est à la fois riche, mais avec un nombre de créneaux stylistiques très, très réduits. Je veux dire, encore une fois, on est une marque. Donc, nous, ce que l'on veut, c'est développer une esthétique, un style de vie. On veut proposer un style de vie assez, somme toute, à la fois dans l'air du temps, mais intemporel. Ce qu'on veut offrir aux clients, c'est à travers le fait qu'ils investissent dans un canapé, dans une table à MPM, c'est qu'ils soient contents que dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, qu'il ait encore ça, et qu'ils puissent compléter. Grâce à MPM, eh bien, le chevet, la table basse, c'est cette idée-là, c'est vraiment cette idée de complément, d'accompagner le client. Donc c'est ça pour moi l'idée d'une marque. Et c'est ce qui fait la différence avec... Donc on est abrité sous le même toit, mais on fait des métiers qui ne s'adressent pas forcément aux mêmes clients. AMPM, c'est très digital, évidemment, on pense au site internet, mais il y a aussi des boutiques. Qu'est-ce que ça apporte, des boutiques ? Pour toute personne qui intègre l'équipe, la première réaction, c'est de dire, oui, mais comment vous faisiez dans le temps quand vous n'aviez pas de boutique pour pouvoir vendre un canapé ? Parce qu'un canapé, il faut l'essayer, il faut poser ses fesses dessus, son dos, Et qu'est-ce que ça apporte ? C'est vrai que nous, on vient du digital, on vient du commerce à distance, on a ouvert des boutiques, qu'est-ce que ça apporte ? Ça apporte bien évidemment le fait de voir, le fait d'essayer, le fait d'avoir une expérience directe avec le meuble. C'est un moteur, une énergie, une dynamique énorme de toute façon pour le commerce. C'est vrai que ça facilite bien évidemment la vente. Donc c'était une espèce d'évidence. AMPM l'a fait. On est extrêmement content de nos magasins en France et puis j'espère demain aussi à l'étranger. On a ouvert, il y a un magasin en collaboration avec un partenaire qui a ouvert à Athènes. Le fait de pouvoir expérimenter, essayer les meubles, les voir en vrai, voir les matières, les textures, voir comment c'est fabriqué aussi, voir comment sont les charnières d'un meuble, comment les pieds sont montés, tout ça bien évidemment c'est aussi du domaine de la réassurance et puis les gens apprécient la qualité. Alors, il y a une grande nouveauté aussi à MPM, c'est que l'art fait son entrée, prend de l'ampleur chez MPM. Vous avez une nouvelle signature, notamment l'art de la maison, je crois. Et vous développez aussi toute une collection en coédition avec Miracolo. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur tout ça ? Alors, vous avez parlé de nature au départ, et c'est vrai que la nature, le bien-être de la nature nous a toujours porté par rapport à cette idée du confort d'être.
nous a toujours porté, que ce soit donc, pour l'extérieur que pour l'intérieur. Et ça a toujours été une philosophie, une source d'influence pour AMPM. Et puis, parce que il y a ce désir de répondre à l'ère du temps, d'être dans cette actualité de vie, l'art, bien qu'on n'a jamais oublié, parce que je parlais d'architecture au départ, d'art, d'esthétique, d'évolution esthétique, sachant que la culture du XXe siècle est pour nous tellement importante. Quand je dis la culture du XXe siècle, c'est l'architecture, le design, tout ce qui s'est passé de 1900 jusqu'à nos jours. Et l'art, la façon dont les gens appréhendent l'art contemporain, c'est quelque chose, bien évidemment, dont on parlait, qui habitait toutes les réunions tendances que nous avions. Et l'art, en plus de ça, c'est sans doute un des lieux aujourd'hui, l'art contemporain, c'est un des lieux. Alors, on en pense ce qu'on en veut, on n'aime pas, on a ses avis, etc. Mais en même temps, c'est un lieu assez paisible. Et ça n'a pas toujours été. Si on prend le Sacre du printemps de Stravinsky, la première, ça a été quand même un joyeux bazar. Péléas et Mélisande, tout le monde hurlait dans la salle, ou rigolait. C'est pas fréquent d'avoir à notre époque actuelle des lieux de pensée, des lieux où les gens sont plutôt attentifs, ils regardent, ils se prononcent pas beaucoup, mais c'est quand même un lieu de réflexion, de pensée, de pacification. C'est un lieu qui attire l'art contemporain, c'est un lieu qui intrigue. Donc forcément, quand on répond au comportement de l'ère du temps, on ne peut que se poser la question, comment est-ce qu'on pourrait faire entrer l'art à l'intérieur d'une collection ? On a besoin de ça. Ça, c'est une première chose. Puis la deuxième chose, c'est que moi, j'ai toujours pensé, et ça, j'ai un amour de la maison japonaise, et de l'esthétique japonaise, et de l'architecture japonaise traditionnelle. Et j'ai toujours pensé que habiter à l'intérieur d'un espace, ce n'était jamais tant agréable que quand on avait des lignes basses et horizontales. Moi, j'adore, par exemple, éclairer entre 0 et 130 cm au-dessus du sol. J'aime pas forcément éclairer au plafond. J'aime qu'il y ait une zone lumineuse assez basse, somme toute, entre 0 et 150 de haut. J'aime les lignes qui s'étirent, j'aime les buffets très, très, très longs, les consoles très longues, des canapés assez longs. J'aime pas les choses qui montent. J'aime pas avoir devant les yeux une grosse masse de meubles. J'aime pas ça. J'aime avoir un mur dégagé. Et je trouve que l'horizontalité de la pièce ou des meubles qui épousent une horizontalité, quelque chose d'assez bas, c'est toujours très agréable pour le corps parce que ça correspond d'abord, à la position détente, à la position allongée. Donc ça invite à s'asseoir, ça invite à se reposer, ça invite à lâcher prise. Et des murs dégagés, eh bien, ça permet aussi d'y mettre une photographie, de mettre un dessin, une peinture, une sculpture murale ou autre. Et quand je dis ça permet aussi d'accrocher et de décrocher assez rapidement. Autant un canapé, vous le changez pas tous les 15 jours, autant pouvoir faire tourner à l'intérieur de la pièce une œuvre d'art qui accueille une couleur, une matière, une texture, un dessin, un graphisme. Ça, c'est quelque chose que je trouve... des placards remplis d'œuvres d'art que vous pouvez sortir, faire des accrochages sur un mur. J'ai toujours été fasciné par les boutiques de Paul Smith, par exemple, qui a toujours fait ce mélange de dessins et de peintures, de photographies dans ses magasins. Ça, c'est quelque chose, cette composition que vous pouvez faire et refaire un peu comme un collage, tout le temps à l'intérieur de j'adore ça. J'adore ça. Et on se disait, mais comment est-ce qu'on peut, justement, nous, véhiculer cette pensée ? On a rencontré Amélie Duchalard, qui avait sa galerie. Elle avait créé Miracolo, qui sont des œuvres signées, publiées en exemplaires limités, en 30 exemplaires, avec des artistes dont elle est bien évidemment la curatrice. Et voilà, et on a commencé à s'associer et on commence cette coédition avec Miracolo. Donc AMPM Miracolo, pour des œuvres d'art, pour des œuvres artistiques. Donc on trouve quoi concrètement ? Il y a 10 artistes, c'est Alors, ça, pour qui ont l'année, été sélectionnés ? effectivement, 10 artistes seront édités pour l'année 2023-2024. On va peut-être être à cheval entre 2 années, mais 10 artistes, 10 œuvres
signé, édité, donc coédité et distribué par AMPM. La personnalisation du lieu de vie, c'est vraiment une envie qui est vraiment très forte. Aujourd'hui, c'est une vraie tendance à elle toute seule. Ah oui, oui. Et toutes les études sociaux montrent que la maison, c'est le lieu de création le plus important pour chaque individu. Ça pourrait être, enfin, quand je dis création, c'est de projection. C'est le lieu d'identification le plus important pour l'individu aujourd'hui. Donc oui, la personnalisation, le fait de ne pas avoir la même chose que le voisin, c'est une espèce de deuxième peau, hein, la maison. Hein, oui, une deuxième peau, c'est vraiment le sens dont on projette à l'intérieur de sa maison, sur les murs de la maison, dans l'espace de sa maison, son soi, son identité. Et c'est pour ça que c'est aussi important. Aussi, c'est pour ça que je parle aussi de confort, de protection, autre, parce que c'est vraiment une deuxième peau. C'est une extension de soi-même, hein, la maison aujourd'hui. Ça n'a pas forcément été tout le temps le cas. Hein. La maison pouvait être un lieu de revendication sociale, de présentation. Alors, oui, surtout de revendication sociale. Aujourd'hui, c'est pas si simple que ça. Je veux dire, c'est une projection de soi-même. Et pas qu'au niveau social, au niveau être, au niveau physique, au niveau spirituel, au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Donc, ça ne se résume pas à un paraître. Hein, c'est de l'ordre de l'être, la maison. Et depuis le confinement, encore plus, vous trouvez ? Ça, je ne peux pas vous dire, parce que c'est trop tôt, je pense, pour le dire. C'est trop tôt pour le dire, parce que les gens, ayant été énormément à l'intérieur, veulent être aujourd'hui à l'extérieur. C'est une évidence. Les cafés sont pleins, les restaurants sont pleins. Et puis, dans l'ameublement, il y a quelque chose qui se passe, c'est que les collections d'extérieur explosent. Tout le monde fait des collections d'extérieur. Alors, ça correspond aussi sans doute à ce qui se passe malheureusement au niveau de la planète, mais le mobilier d'extérieur, on meuble l'extérieur comme on meuble l'intérieur de sa maison. On a des canapés, on a des luminaires, on a des canapés qui restent toute l'année dehors, hein, bien évidemment. Et on en a 2 dans la collection AMPM aujourd'hui. On a des luminaires d'extérieur. Donc on vit à l'extérieur comme on vit à l'intérieur. Donc, quant à votre question propre, bon, c'est vrai que on a bien vu comment, juste après le confinement, la consommation se reportait quand même sur les restaurants, les cafés, la vie sociale, rencontrer l'autre à l'extérieur. Donc, que va-t-il se passer là, c'est encore un petit peu tôt pour le dire. Vous, personnellement, vous voyez toujours plein de nouveautés, plein de tendances, et vous imaginez aussi plein de meubles pour AMPM. Vous changez souvent votre déco, votre intérieur ? Non. Ça ressemble à quoi chez vous ? Ça ressemble à des choses que j'ai vraiment aimé sélectionner. Pas beaucoup, parce que ce que j'aime avant tout dans l'art de vivre à l'intérieur d'un espace, c'est l'espace. Et donc, j'ai eu plusieurs types de lieux. J'ai pas tout le temps vécu là où je vis. J'ai eu des endroits très contemporains. Et aujourd'hui, je vis dans un appartement qui est fin 18e, mais dans lequel il y a quand même des incontournables. Avant même de penser à l'ameublement, je pense aux fonctions, rangement, des choses tout à fait pragmatiques. C'est où est-ce qu'on met un aspirateur, où est-ce qu'on met une planche à repasser, ou une buanderie, par exemple. Et ça, c'est des choses, mais la base même de comment est-ce qu'on libère l'espace. Et puis une fois que toutes les fonctions nécessaires à la vie quotidienne, liées au rangement, liées au linge, liées à l'assainissement de l'air, de l'eau, etc., tout ça, ce que j'aime, c'est avoir un espace dégagé. J'aime avoir de la lumière qui rentre par la fenêtre. J'aime le rayon du soleil qui arrive sur le plancher, ou pouvoir me réchauffer justement à ce rayon de soleil qui arrive par la fenêtre. C'est ça que j'aime surtout. J'aime l'espace. Et après ça, j'aime le meuble-objet, somme toute. Donc ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être une pièce d'archéologie, ça peut être un meuble du XVIIIe siècle, ça peut être des chaises du XXe siècle, ou un objet contemporain. Mais en tout cas, il n'y en aura pas beaucoup. C'est éclectique. C'est souvent le temps d'une rencontre. Ça marque aussi un événement. Ça marque une personne, ou un souvenir de famille. Voilà,
comme la plupart des gens. C'est pas quelque chose de préparé, en tout cas. C'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose de libre. Et puis, après ça, bon, chacun a sa marotte, mais moi, c'est plutôt les tables et les chaises. Et ce que j'aime, c'est que la maison soit... j'aime dîner. J'aime dîner avec des amis et j'aime converser avec les amis autour d'une table et en dînant. Et donc, c'est avant tout une grande table, une très grande table et beaucoup d'assises autour. Donc, vous voyez, déjà, quand il y a ça, bon... ça remplit la pièce, même si je ne laisse pas les tables autour je ne laisse pas les chaises autour de la table. Après, je les redistribue dans l'espace. Ah oui? Oui, j'aime les tables vides sans chaises. J'aime les tables vides sans chaises. Transition toute trouvée avec ma dernière question, qui est un peu une question rituelle dans Décodeur. Si vous organisiez un dîner à votre image et peut-être à l'image de la MPM, qui seraient les 6 invités? Alors qui aurait le droit à une chaise autour de la table? Est-ce qu'on a le droit à rajouter 2 couverts pour en avoir 8? Mais non, alors s'il y en avait, c'est difficile cette question. Non, on peut dire 8, c'est que parfois c'est difficile déjà de trouver les 6, mais bien sûr vous pouvez... ça serait une conversation avec des gens qui sont là, des gens qui ne sont plus forcément là, mais qui sont des référents, des gens que j'aime beaucoup, qui représentent pour moi des choses que j'ai ou que je n'ai pas forcément dans ma tête, mais que je serais envieux d'avoir. Et alors ça peut être si j'étais un sculpteur, parce que on aime beaucoup quand même la sculpture. On se pose beaucoup la question de comment est-ce qu'un meuble peut être aussi... comment est-ce qu'un meuble peut évoluer aujourd'hui, comment une table, une console peut évoluer. Et la sculpture, surtout la sculpture du XXe siècle, nous aide à trouver des réponses pour avoir de la singularité, de l'audace à l'intérieur de nos collections. Donc, ça serait sans doute Henry Moore, le sculpteur anglais Henry Moore, ou la sculptrice anglaise aussi, Barbara Epsworth, avec ses formes organiques. Et ça... Comme ça nous donne énormément d'inspiration pour des pieds de table, pour des plateaux, des choses comme ça. Donc peut-être que les 2 seraient autour de la table. L'humour, la fantaisie, l'incroyable habilité à travailler des matières dans tous les sens, avec une habileté et une fantaisie, ça serait Philippe Starck, pour le côté extrêmement joyeux. Vraiment, l'art, c'est cette mise en scène de la vie d'une façon à la fois très spectaculaire, très humoristique et très, très chaleureuse et très joyeuse. Donc il y aurait Philippe Starck, il y aurait André Poutman pour l'élégance et la culture. Et ce rapport de l'ameublement à l'élégance et la culture. Et puis dans les personnages actuels, aussi pour l'humour, la fantaisie, la variété, le côté extrêmement solaire, il y aurait Paola Navone. Et puis, peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui m'a beaucoup marqué quand j'avais 25 ans, 28 ans, quand je commençais à aller au Salon du Meuble de Milan et que je voyais tous ces éditeurs italiens et autres. C'est la maison d'édition de Padova, avec cette femme qui avait cette maison d'édition qui s'appelait Madeleine de Padova et qui avait cette élégance contemporaine qui mélangeait à la fois des influences vernaculaires, presque rustiques, avec des choses extrêmement graphiques et modernes. Et j'ai trouvé à l'époque que justement, c'était la fin des années 80, il y avait beaucoup de dictats dans la fin des années 80. Et avec Madeleine de Padova, il y avait toujours ce mélange, ce rapport à l'histoire, des trucs très rustiques, mais rustiques modernisés. Il y avait une espèce de fauteuil en rotin et bois courbé. Et puis en même temps, il y avait des tables avec des pieds en métal très fins et des plateaux en marbre de 100 sur 100. Et ça, je trouvais que cette possibilité comme ça de réunir le temps, les époques, les espaces urbains ou plus terriens, plus agricoles, plus paysans, avec des choses très citadines, je trouvais ça épatant. Donc il y aurait Madeleine de Padova aussi. Bon dîner. Oui, une belle conversation. Belle conversation. Bon, merci beaucoup François Bernard, c'est toujours un bonheur de vous écouter. Merci beaucoup. Merci à vous. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier.
Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.